En France, le terme Bérésina résonne encore aujourd'hui comme un synonyme de catastrophe. Mais savez-vous vraiment ce qu'il s'est passé en ce mois de novembre 1812? Tout d'abord, un peu de contexte. En 1812, lassé par les manigances du tsar Alexandre de Russie, qui a pourtant pris des engagements à son égard, Napoléon Ier, empereur des Français, envahit la Russie. Il est à la tête d'une armée gigantesque de 600 000 hommes. La campagne est difficile, mais au mois de septembre, les Français parviennent tout de même à prendre Moscou, un exploit qui ne sera plus jamais réitéré dans l'histoire. Toutefois, malgré la prise de sa capitale, le tsar Alexandre refuse de faire la paix. Napoléon, dos au mur, doit donc quitter Moscou avec son armée. Mais il a attendu trop longtemps, et déjà, les premières neiges de l'hiver font leur apparition. Accablée par un froid inimaginable, la Grande Armée entame sa retraite vers les frontières de l'Empire. Mais son destin va basculer lorsque, au mois de novembre, elle arrive aux abords de la rivière Bérésina, située aujourd'hui en Biélorussie. Or, cette rivière, il faut la franchir, sous peine d'être encerclée et détruite par les Russes. Affamée, frigorifiée et encerclée, la Grande Armée se bat désormais pour sa propre survie. À la fin du mois de novembre, Napoléon apprend que le passage de Borisov, où ses hommes devaient traverser le Bérésina, a été pris par l'ennemi. Dos au mur, l'empereur ordonne la construction de 2 passages plus au nord, à Studienka, que ses premières troupes traversent dès le 26. Néanmoins, ce qui reste de l'armée demeure de l'autre côté de la rive. Les hommes en capacité de se battre et les principaux généraux, comme Ney, Oudinot ou Davout, et Napoléon lui-même, n'ont pas encore traversé. Ils vont devoir se battre durant les 3 prochains jours pour permettre à l'armée et aux dizaines de milliers de traînards de passer la rivière. La bataille ne fait que commencer. Grâce au travail des pontonniers du général Eblé, 2 ponts sont donc jetés à Studienka. Napoléon, sa garde, ainsi que Davout, le prince Eugène et leurs troupes peuvent ainsi rejoindre l'autre rive. Mais l'immense majorité de l'armée se trouve encore de l'autre côté de la rivière. Sachant l'arrivée des Russes imminente, l'empereur ordonne au maréchal Victor de tenir les ponts. S'exécutant, il part au combat, mais une violente tempête de neige se lève. L'une de ses divisions, perdue dans le blizzard, est anéantie dans la journée. 8000 hommes disparaissent en quelques minutes. La seule bonne nouvelle de la journée, malgré le carnage, la misère et la panique, est que l'essentiel des combattants a pu franchir la Bérésina. Mais des dizaines de milliers de pauvres traînards se trouvent encore à l'est. Quant à la rive ouest, elle n'est guère plus sûre. Le général russe Tchikagov tente le tout pour détruire les rescapés français, désormais contraints de combattre, principalement le lendemain, afin d'assurer leur survie et celle des retardataires. Le 3e jour de la bataille, c'est la victoire ou la mort. 30 000 hommes ont désormais un pied sur la rive ouest de la Bérésina. Mais les Russes accentuent la pression, et Napoléon charge donc le maréchal Victor, qui n'a que quelques milliers d'hommes à sa disposition, de protéger la rive est, le temps que le plus d'hommes possible puissent passer. De l'autre côté, Tchikagov comprend que les derniers combattants peuvent être détruits. Il part donc à l'assaut contre Napoléon, qui envoie Ney, Oudinot, la garde impériale et tout ce qu'il peut trouver de cavaliers pour repousser les Russes. Dès les premières heures de la bataille, Oudinot est gravement blessé, laissant Ney se charger seul des combats. Avec l'aide précieuse de ses quelques cavaliers, il y parvient. Les débris de la grande armée sont miraculés. Victor étant prêt à se replier, Napoléon peut s'apprêter à rappeler toutes ses troupes. Mais il est sur le point de prendre une terrible décision. L'empereur va en effet devoir choisir entre attendre les traînards ou sauver ses derniers hommes valides, ce qui impliquerait de brûler les ponts et de condamner ainsi 30 000 malheureux à une mort certaine. Tragiquement, il ordonne au général Eblé de détruire les ouvrages. Ce dernier, choqué, refuse tout d'abord d'appliquer l'ordre, mais il est contraint de s'exécuter. Voyant qu'ils sont sur le point d'être condamnés, les traînards se ruent sur les ponts, à demi morts de fatigue et de froid, alors que les Russes font pleuvoir sur eux une pluie de boulets. Eblé, en larmes, observe la scène. Des milliers d'hommes désespérés se jettent dans la rivière, espérant encore être sauvés, avant de congeler dans l'eau glacée. En tout, près de 50 000 malheureux ne reverront jamais leur pays. La Bérésina est donc une catastrophe dans l'histoire militaire. Et pourtant, c'est une victoire. En effet, l'objectif de Napoléon était de franchir la rivière, et cet objectif a été atteint avec tous ceux qui pouvaient être sauvés. Évidemment, il a dû laisser sur place des milliers de traînards, mais cela ne pouvait pas en être autrement. La Bérésina est donc une victoire militaire, mais une catastrophe humaine. Une catastrophe humaine qui pourtant aura vu son lot de héros. Le maréchal Ney, par exemple, sur la rive ouest, à court d'hommes, est parvenu à faire 5000 prisonniers avec seulement 7000 soldats,
sauvant ainsi la tête de pont. Le maréchal Victor, avec 4000 hommes, est parvenu à tenir la rive face aux assauts des Russes, beaucoup plus nombreux, permettant ainsi au traîneur de gagner du temps, une bravoure qui lui valut les louanges de l'empereur. Le maréchal Oudinot, à l'origine aux commandes des opérations à l'ouest, se retrouve au milieu de la mêlée, lorsque les Russes attaquent massivement sa position. Combattant au cœur des combats à l'aide de ses pistolets, il est grièvement blessé et évacué du front. Le général Fournier-Sarlovez, avec les derniers cavaliers de la Grande Armée, a mené des charges héroïques contre les cavaliers russes, 6 fois plus nombreux, qu'il a battus. Blessé à la jambe durant la bataille, il est considéré par le général Touma comme le plus grand héros de cette sinistre affaire. Enfin, le général Eblé, qui, à la tête des pontonniers, s'est dévoué corps et âme à la construction des ponts. Éreinté, après avoir plongé lui-même dans l'eau glacée, il meurt d'épuisement dans les semaines qui suivent. Sur les 400 pontonniers qu'il avait à ses ordres, moins de 10 en ressortent vivants. Et la suite alors ? Napoléon est donc parvenu à s'enfuir de Russie avec ce qui lui restait d'hommes. Mais rapidement, les nouvelles de la destruction de son armée font le tour de l'Europe. Et les monarques, trop heureux de cette nouvelle, décident bientôt de se réunir pour former une coalition, la 6e, qui, cette fois-ci, parviendra à vaincre Napoléon 2 ans plus tard, en 1814. Ainsi, malgré cette sinistre affaire, il faudra encore 2 ans avant de vaincre l'Empire des Français. Une première fois seulement, car Napoléon reviendra au pouvoir en 1815 lors des 100 jours, qui verront cette fois-ci sa chute définitive actée après la bataille de Waterloo en juin 1815.